Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Bonjour à tous, c'est Robin et bienvenue dans le Saloon où nous allons parler aujourd'hui de Scary Stories to Tell in the Dark ou simplement Scary Stories en Europe. C'est un film d'horreur dont on va parler aujourd'hui dans le Saloon avec, pour m'accompagner, Florian Pouplin. Salut Florian. Salut Robin. Et Thibaut Ducret. Salut Thibaut. Salut. Alors, Scary Stories, c'est réalisé par le Norvégien André Øvredal, qui avait déjà notamment réalisé L'autopsie de Jane Doe il y a quelques années. C'est adapté d'une série de romans. Et puis, c'est surtout coécrit et produit par Guillermo del Toro, le réalisateur mexicain qu'on affectionne tout particulièrement dans le Saloon. Et je dois vous avouer, ce qui nous a fait nous intéresser à ce nouveau film d'horreur qui sort ces jours en Suisse romande et en France. Alors, si vous êtes prêts, sortez votre bouquin qui fait peur. On est parti. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Scary Stories nous raconte donc l'histoire d'un groupe de jeunes qui va trouver un livre dans un manoir abandonné. Mais le problème, c'est que le livre n'est pas tout à fait sympathique, puisqu'à la lecture, il permet à d'effroyables créatures de prendre vie. Donc la petite ville va devoir faire face à une vague de monstres et de morts particulièrement atroces. C'est donc, je vous l'ai dit, un produit coécrit par Guillermo del Toro, ce qui nous a fait jeter un œil sur ce film. Est-ce qu'on a eu raison de consacrer un épisode sur ce film ? Florian, qu'est-ce que tu penses de ce Scary Stories? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à en sortir déjà? Finalement, de quoi ça parle? Alors moi je pense que quoi qu'il en soit, c'est toujours intéressant de faire un épisode sur n'importe quel type de film. Mais j'ai trouvé ce film intéressant. C'est un film très honnête, qui ne promet pas grand-chose, mais qui tient ses promesses, même si elles ne sont pas incroyables. C'est-à-dire que ça ne révolutionne pas le genre de l'horreur, mais ça propose un produit assez bien ficelé et qui peut être vu par un public assez large. Et je pense que c'était c'était une des volontés des producteurs du film, vu que c'est basé sur une série de romans des années 80, qui étaient des livres pour adolescents. Là, j'ai vraiment senti le même niveau de pas trop aller dans l'horreur trop psychologique, en tout cas. Voilà, donc je trouve que c'est un produit très très bien ficelé et qui tient ses promesses. Voilà. Alors, quand on nous dit sur le synopsis, il y a différentes créatures qui viennent, différentes morts. Comment ça s'articule, Thibaut? Est-ce que finalement c'est un film de séquence ou est-ce que c'est quand même un film qui comporte un tout et un fil rouge? À quoi ça ressemble? En fait, c'est ça que je trouve intéressant aussi personnellement dans ce film, c'est que y a une forme un petit peu hybride qui est à mi-chemin entre l'anthologie et le long récit suivi. Parce que, effectivement, comme tu l'as dit en introduction, ces ados vont trouver un bouquin qui est possédé, qui est maléfique, rattaché à une malédiction, si on veut. Et en fait, à la lecture de ce bouquin, déjà, ils vont se rendre compte qu'il y a des histoires qu'ils vont découvrir dans ce bouquin qui les mettent, eux, directement en scène et qui n'étaient pas là au départ dans le bouquin, donc qui s'écrivent finalement un petit peu au fur et à mesure, de manière inexpliquée. Et en lisant ces histoires, en fait, ils vont faire se réaliser les événements du bouquin. C'est-à-dire qu'il y a à chaque fois une petite histoire horrifique qui met en scène un des membres du groupe confronté à un monstre, et en le lisant, le monstre va apparaître et l'histoire va se réaliser, et donc ils vont être bien emmerdés. Et du coup, on va assister à une succession comme ça de petites histoires, justement, avec chaque fois un monstre différent et un événement fantastique et horrifique différent. Mais d'un autre côté, il y a une histoire qui se suit, et justement, au fil du récit et au fil de ces histoires qu'ils vont lire, ils vont comprendre peu à peu comment marche le bouquin, qu'est-ce qui se cache derrière, quelle est l'histoire derrière cet objet. Et on a une histoire, on a un vrai fil rouge entre ces différents récits. Ce qui est très intéressant avec cette série, parce que comme je le disais avant, c'est donc une série de livres pour adolescents, donc horrifiques, qui date des années 80, écrit par Alvin Schwartz. Mais ce sont, en fait, dans chaque livre, il y a 3 ou 4 nouvelles vraiment séparées. Il n'y a vraiment pas de lien entre elles. L'idée de base, en fait, vient de Del Toro, du film d'en faire une seule histoire, vient de Del Toro, qui à la base voulait développer ça pour CBS pour en faire une série. Mais il trouvait dommage de séparer tout ça.
Et aussi, je crois que la pré-production s'est pas passée comme il le voulait, donc ça en est devenu un film après. Et en fait, il a eu l'idée, parce que dans son film Le Labyrinthe de Pan, il y a un livre qui s'appelle Le Book of Crossroads. Je me rappelle plus le nom je me rappelle plus le nom en français, mais qui est un peu un espèce de livre comme ça, en fait, qui s'écrit en même temps que la petite fille va vivre l'histoire du labyrinthe de Pan. Et c'est là, en fait, qu'il a eu cette idée de donc lier 5 ou 6 histoires des livres et de créer cette histoire cadre avec ce groupe de jeunes qui vont lire ce bouquin et puis que voilà, il va leur arriver ce qui va leur arriver. Et je trouve qu'au final, il y a vraiment une cohérence vraiment bonne. Mais c'est marrant de voir comment la chose a évolué et que Del Toro a vraiment mis sa patte, du moins parce qu'il l'a pas vraiment écrit, c'est lui qui a donné l'histoire en fait. Oui, il a pas donné écrit le script. l'impulse et Voilà, puis c'est ça. ouais, c'est ça. Voilà. Et puis justement, ça donne l'occasion. On parle là, tu l'as dit, Thibaut, il y a plusieurs histoires, il y a plusieurs monstres. Ça donne probablement l'occasion aussi de jouer sur différentes peurs, je suppose, hein, de ratisser un petit peu large, évidemment, pour faire un peu peur à tous les spectateurs qui rentreront dans la salle de cinéma. Et puis, si vous connaissez Guillermo del Toro, c'est quand même si tu l'as bien rappelé, Florian, il ne donne un peu que l'impulse et il produit le film. Guillermo del Toro a un talent assez incroyable pour créer des univers, monstrueux. Tu l'as dit, le labyrinthe de Pan et j'en passe. Est-ce que ça fonctionne, ces différentes histoires? Est-ce qu'on a peur? Est-ce que ça joue bien sur les différentes peurs des spectateurs, Thibaut? Oui, je pense que ça fonctionne assez bien. Maintenant, il ne faut pas s'attendre à se retrouver face à un monument de flip et quelque chose qui révolutionne vraiment les codes horrifiques. On a affaire vraiment à, je trouve, un petit film fantastique bien troussé qui prétend pas être plus ce qu'il est, plus que ce qu'il est au final, et surtout qui n'est jamais cynique par rapport au genre horrifique. Et ça, c'est quand même très rafraîchissant dans la production actuelle. Alors, on n'échappe pas aux jumpscares et aux effets un petit peu faciles, mais malgré tout, c'est pas quelque chose. Enfin, moi, j'ai eu un peu peur au départ parce qu'on nous présente justement un groupe d'ados dont un des personnages est un espèce de sidekick un petit peu rigolo. Et du coup, moi, j'ai vu arriver du coup le film d'horreur un petit peu crétin qui fait appel aux bas instincts des spectateurs et qui s'adresse dans son idée, il y a des ados débiles comme il décrit en fait. Et du coup, j'avais un petit peu peur qu'on tombe dans une espèce de caricature du genre horrifique qui fait que recycler les mêmes effets à longueur de temps. Et au final, non, il y a pas ça, parce que même ce personnage-là arrive à être un petit peu plus complexe que ça. Et une des grandes qualités, d'ailleurs, je trouve que c'est l'écriture des personnages. Enfin, moi, je trouve que l'introduction fonctionne très, très bien, parce qu'on se retrouve face à un truc qui n'est pas très original, où on est propulsé dans le temps, déjà, puisque ça se passe dans les années 70, sauf erreur. Enfin, on est en pleine guerre du Vietnam. D'ailleurs, c'est un élément qui a quand même son importance aussi dans le cadre. Donc bref, il y avait aussi le danger d'avoir un truc un petit peu nostalgique à la Stranger Things, où on va faire des clins d'œil constants. Et regardez, vous vous souvenez comme c'était trop cool, Ghostbusters et les productions Spielberg et tout ça. Mais d'ailleurs, l'affiche européenne la communication, un petit peu Stranger Things, joue beaucoup là-dessus, mais au final, on a quelque chose d'un peu plus... bêtement d'un peu plus honnête que ça en fait. C'est pas un truc purement marketing où on va recycler les références et avoir un truc uniquement une coquille promotionnelle qui joue sur la nostalgie des spectateurs pour une certaine forme de cinéma. Là, on a vraiment quelque chose qui est très sincère dans son exploitation du genre et en fait qui ressemble à ce que fait Guillermo del Toro, je trouve. Et puis tu disais, Florian, finalement c'est une série de romans plutôt pour adolescents. Est-ce que finalement le film s'adresse aussi à eux, ou ça se veut peut-être un peu plus mature aussi sur les types de monstres, peut-être sur les peurs abordées Non, moi je trouve que c'est aussi un film honnête, dans le sens où, comme je le disais en introduction, qui s'adresse premièrement aux adolescents en fait, et ça rejoint ce que dit Thibaut avant, et non aux adolescents que les trentenaires ou les quarantenaires qu'on peut être étaient en fait. Ouais. Et même si ça s'inscrit dans une époque qui est une époque, comme vous le disiez avant, qui a été marketée depuis 5 ans là, non, je trouve que les scénaristes ont bien respecté l'esprit des bouquins, qui était juste de faire des histoires de peur sans qu'il y ait de recul dessus, en fait. Et ce que je trouve aussi intéressant vis-à-vis de Stranger Things et de It aussi, donc de ça. Donc l'adaptation de Stephen King, qui est en 2 parties et dont le 2 sort le mois prochain, si je ne me trompe pas. C'est que là, on a
moi aussi j'avais peur parce que je voyais, il y a un groupe d'enfants, il y a un livre, il va y avoir des peurs. J'étais là, bon, encore, merci. Et en fait, ce que je trouve très intéressant, au-delà du fait que les personnages soient donc pas cyniques et soient assez complexifiés, en fait, quand tu parles de ce personnage-là, c'est justement le personnage qui m'a le plus touché. Et d'ailleurs, l'épisode de sa peur à lui, je trouve que c'est le mieux fait. C'est vraiment celui où j'ai vraiment été le plus pris. Ce qui est Donc, le intéressant, c'est personnage qu'en plus, rigolo, mais qui a l'air un peu con et qui en fait l'est pas du tout et qui est comme en fait n'importe qui. J'ai trouvé ça intéressant qu'on revienne sur ce stéréotype qu'on a vu mais des dizaines et des dizaines de fois. Et je continue. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est cette espèce d'esprit de groupe qu'ils ont, sans en oublier leur individualité. Alors que dans It ou dans Stranger Things, il y avait l'esprit de groupe qui est super fort, Ouais. mais les individualités sont souvent des personnages très très simplistes. Et les personnages ne en retrait fonctionnent- par rapport au groupe, quoi. C'est ça que tu. Oui, ou alors ne Ouais. fonctionnent que dans le groupe, c'est-à-dire qu'en dehors, c'est difficile. Alors que là, on sent vraiment qu'il y a du background un peu dans chaque personnage. Que... là, on voit chacun un peu leur vie de famille, C'est ça, voilà. notamment l'héroïne qui a Voilà. une relation avec son père qui est assez touchante et qui participe aussi à rendre les personnages attachants. Et ça paraît plus naturel que dans Hit, je trouvais aussi. Où Absolument. les backgrounds de Hit sont très forcés. Ouais, tout à fait. Et enfin voilà, bizarrement, là, quand on en parle, il monte dans mon estime ce film. Enfin, c'est-à-dire que tu vois. Donc Scary Story, c'était bien cool. Et puis ça nous donne l'occasion aussi d'évoquer un petit peu le réalisateur, hein, pour savoir un petit peu comment il a œuvré là-dessus. André Øvredal, qui a montré quand même des choses assez intéressantes. Il avait notamment gagné quelques prix au festival de Neuchâtel, le festival du film fantastique en 2011, avec son premier film Trollhunter. Il était revenu il y a quelques années avec L'autopsie de Jane Doe, qui avait été plutôt relativement acclamé d'une certaine mesure, parce qu'il y avait en tout cas une première heure qui marchait extrêmement bien. Est-ce qu'il prouve qu'il a un talent dans l'horreur, Thibaut ? Ouais, je pense pas que c'est une révélation non plus, et c'est pas un grand nom du cinéma horrifique actuel, mais ces deux premiers films a déjà montré que c'était quelqu'un de compétent qui pouvait faire là aussi des trucs sincères et avec quelques idées. Son premier film, c'était quand même un des found footage les plus intéressants pour moi, parce qu'il proposait une approche plutôt originale sur le genre. Son précédent Jane Doe Identity, c'était effectivement un film qui fonctionnait plus très bien dans sa dernière demi-heure, mais il y avait une première heure de huis clos horrifique qui était vraiment très très bien foutu. Et ce film-là, il est un peu à l'image de ces deux premiers films, je trouve. C'est que, comme on l'a dit, c'est pas... ça révolutionne pas le cinéma d'horreur, mais c'est traité avec sincérité. Il y a des choses originales. Il y a dans les monstres quelques trucs intéressants. Notamment, je sais pas, à la fin, il y a un personnage qui s'appelle le Jangly Man, qui est là une proposition, je trouve, assez originale en termes de monstre, puisque c'est un monstre en fait qui apparaît démembré au départ, et donc on voit tout d'abord une jambe qui tombe d'une cheminée, puis un buste et des bras et tout ça, puis il va se reconstituer pour donner un espèce de cadavre complètement désarticulé et assez terrifiant. Enfin, il y a des propositions originales, et pour moi c'est aussi dû au fait que malgré tout, on sent la patte de Del Toro derrière. Alors, d'aucuns diront que ça fait un peu sous Del Toro, ce film-là, parce qu'effectivement, c'est sans doute pas à la mesure des meilleurs films du cinéaste mexicain, mais on sent déjà, je trouve, son amour du genre, et surtout son amour déjà pour les histoires, parce qu'il y a tout un propos derrière sur l'histoire et l'imaginaire. Il y a une réplique qui revient à plusieurs reprises dans le film, c'est « les histoires blessent, les histoires guérissent, et si on les répète suffisamment souvent, elles deviennent vraies ». Ça fait en très Del ça fait Toro, très ça. Del Toro, c'est exactement ce que raconte le Labyrinthe de Pan, par exemple. Enfin, on montre toute l'ambiguïté de l'imaginaire et le fait que les histoires peuvent à la fois sauver des vies et, dans ce film-là, Scary Stories, littéralement tuer des gens. Et du coup, il y a un aspect un petit peu méta qui aurait pu être très très mal exploité et justement donner lieu à quelque chose de très cynique, mais qui, là encore une fois, est géré de façon très honnête et qui participe à rendre le film intéressant et à porter quand même un point de vue assez original, je trouve. Et effectivement, on a peut-être un peu l'impression qu'il y a
il y a moins de personnalité que chez un Del Toro, par exemple. Justement, les monstres sont dans l'idée assez originaux. Il y a ce Jangly Man, il y a un cadavre qui cherche son pouce, enfin son orteil. Et là, enfin, l'idée est assez efficace, je trouve. Il y a une grosse femme aussi qui apparaît dans un couloir rouge. Enfin bref, je ne vais pas tout spoiler, quoi, mais il y a des propositions intéressantes. Mais après, dans les designs, on sent qu'il n'y a pas justement un Del Toro derrière qui était très impliqué dans la direction artistique et qui, sur ses propres projets, par exemple, va proposer des monstres hyper soignés, hyper détaillés et qu'on n'a jamais vu nulle part ailleurs, quoi. Donc, voilà, c'est pas à la mesure de ce que Del Toro a pu servir en termes de réalisation. Mais n'empêche qu'on a une production. C'est vrai que quand on compare à, je sais pas, La Forme de l'eau, Labyrinthe de Pan, etc., c'est vrai que les monstres. Il y a quand même, une patte très très forte. Ouais. Là, elle est un peu plus en deçà, on dira, enfin un peu plus restreinte, quoi. Un peu moins flamboyante, mais malgré tout, ça reste assez soigné et efficace. Il faut juste rappeler qu'en fait, le design des monstres est basé sur les illustrations des bouquins, en fait. Et j'ai vu, un comparatif. Il y a des illustrations aussi voilà, pour le c'était des roman. livres illustrés. Voilà, ouais, j'ai oublié de préciser ça. Et en l'occurrence, les créatures qu'on voit dans le film sont extrêmement fidèles aux illustrations. Donc, à mon avis, Donc, t'es plus limité déjà en termes moi, je pense qu'au niveau de la prod, c'est aussi un choix qu'ils ont fait de rester fidèles à ça. Oui, parce qu'ils auraient pu choisir de s'en démarquer complètement. Et puis, aussi, et sûrement aussi, justement, de ne pas tomber dans la galerie de monstres à la Del Toro, en fait. Ouais. Et moi, je trouve que ça marche assez bien. Mais oui, pour moi, il n'y a pas trop de comparaison à faire, en fait, entre les monstres de Del Toro. Enfin, tu vois, parce que c'est pas ce qu'ils ont voulu faire. Enfin, en tout cas, moi, j'ai senti que c'était pas ce qu'ils ont voulu faire. Et quand j'ai vu après que les bouquins avaient été illustrés, que c'est vraiment pareil. Enfin, j'étais vraiment halluciné du travail de ressemblance qu'ils avaient fait. Surtout la femme, là. Enfin, moi, c'est celle qui m'a fait le plus flipper, la grosse dame, là. Elle est effectivement assez terrifiante. Ouais, hein, foulala, mon Dieu. Et voilà, donc je trouvais important. Mais c'est de vrai que dans rappeler l'idée, ça se rapproche aussi du design des trolls qu'on avait pu voir dans Trollhunter, justement, qui étaient des créatures moins colorées et plus vraies, en fait, ternes, on dirait. plus grises, et peut-être ou plus tristes aussi. Aussi, parce que finalement, c'est un peu des fantômes. Enfin, c'est un peu des créatures qui sont. Enfin, tu vois. Voilà. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, Thibaut, vis-à-vis d'Ovredal. Moi, je trouve que pour l'instant, peut-être qu'il n'a pas encore eu l'occasion de montrer vraiment ce qu'il pouvait faire. Trollhunter, c'était un premier film qui était réussi, mais qui s'inscrivait dans un genre, donc le found footage. Je trouvais déjà que dans les codes de ce genre, il s'en sortait extrêmement bien. Pour les deux autres films, il est allé aux États-Unis, en fait. Et donc là, il a réalisé des scripts qui n'étaient pas de lui. Et il a mis du temps d'ailleurs, parce que oui. comme tu l'as précisé, Robin, Trollhunter, ça doit être de 2011 quand même. Ouais. Donc il a fallu quelques années pour qu'il puisse tourner son deuxième film. Jane Doe, c'était 2016. C'est ça. Ouais, donc tu vois, il n'y a que 5 ans quand même. 2017 même, je crois. Ouais, voilà, quand même, tu vois, 5 ou 6 ans. Et il y a un petit laps de temps. Là, j'ai vu qu'il était retourné en Norvège et qu'il y a son prochain film qui sort en janvier, normalement, 2020, qui est écrit par lui et réalisé par lui, qui s'appellera Mortal, qui sera sur un jeune gars qui va être possédé par un espèce d'ancien héros mythologique, donc de la mythologie norvégienne. Et ça, j'attends de voir du coup, parce que tu sens le projet un peu. Je reviens dans le pays, c'est moi qui écris, c'est moi qui tout ça. C'est là qu'on pourra voir s'il a vraiment une une personnalité, une identité forte. Voilà, déjà, je trouve qu'en tant que metteur en scène, il gère super bien. Et surtout, ça a été annoncé que c'est lui qui va enfin faire l'adaptation de Marche ou crève, le premier roman de Stephen King, que Frank Darabont devait faire depuis 15 ans, mais qu'il n'a jamais eu le temps, qui est un de mes romans préférés de Stephen King. Donc j'ai hâte qu'il le fasse, parce que vu qu'il réalise bien, ce sera moins bien fait. Donc ça, j'ai hâte. Et puis il y a un autre point qu'on n'a pas encore abordé, mais ça a le mérite quand même d'être souligné, c'est les acteurs, puisque effectivement, alors là, on est parti quand même sur une bande, ce que je vous entends, en tout cas une bande d'inconnus, alors qu'on aurait pu aller chercher un des gamins maintenant dans les séries et dans les films, il y en a partout. Mais là, non, on fait l'effort de prendre des inconnus. Qu'est-ce que ça donne alors au niveau du casting ? Alors, je ne sais pas s'ils font l'effort ou si c'est juste qu'ils avaient un petit budget. Peut-être. Ça, c'est possible ils ont aussi. 15 ou 20 millions de budget, donc je crois pas. Mais... Effectivement, si tu dépenses la moitié pour un gamin de Stranger Things, voilà. c'est un peu dommage. Mais oui, c'est des acteurs. Typiquement, quand je suis allé faire des petites recherches, j'ai vu qu'ils n'avaient pas de page Wikipédia. C'est assez rare pour certains acteurs, tu vois. C'est déjà. Voilà. Et ce que j'apprécie toujours, moi, d'un point de vue général dans les films, c'est quand on découvre des nouvelles têtes, parce qu'on s'identifie plus aux personnages qu'aux comédiens, en fait. Et en l'occurrence, j'ai été très étonné parce que la majorité des comédiens n'ont pas des têtes de cinéma, je trouvais. En tout cas, pas des têtes d'enfants stars.
ils avaient plus des têtes normales un peu, même si on ressentait dans les physiques qu'ils voulaient coller aux acteurs qu'il y a dans Stranger Things, mais que c'est un peu... c'est la fille qui est un peu rousse avec des tailles de... Voilà, et puis tu vois... Et le mec un peu rigolo, bête, qui ressemble beaucoup... disons que c'est surtout qui correspondent un petit peu à des archétypes. Donc, voilà. Fatalement, ils ont des physiques qui correspondent à ceux de Stranger Things. C'est vrai. Mais au-delà de ça, vraiment une grande surprise parce que tout le monde jouait assez bien, quoi. Et ça fait du bien, en fait, de voir des nouveaux visages et de pouvoir rentrer dans l'histoire sans se dire... Ah, lui, c'est le gars qui était dans ça, ou c'est le gosse qui était dans Game of Thrones, qui a été connu parce que ça. Quoi, au début du film, à se replacer les acteurs. Et puis, à part les acteurs adultes, tout en a qui sont que tu as déjà vus. Il y a notamment tu sais jamais Dean où. Norris, qu'on avait vu dans Breaking Bad et autres, qui joue le papa justement de l'héroïne. Ah, mais oui, bien sûr. Voilà, alors, c'est le seul que j'ai reconnu, bien sûr. Mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas de grosse tête d'affiche. Et Voilà. comme tu le dis, ça participe aussi à cette impression qu'on n'a pas un truc formaté et qui joue sur vous avez aimé Stranger Things, on va prendre Millie Bobby Brown ou je ne sais pas quel autre gamin de cette série. Ou, voilà, on ne va pas jouer sur des trucs préexistants, enfin, même si évidemment que. On Ça recycle un petit peu quelques codes, mais disons etc. que ça pue pas le truc marketing et pensé juste pour surfer sur la mode du moment, quoi. Ça sent quand même le truc un minimum honnête. Voilà, écoutez, merci Thibaut, merci Florian. Vous l'avez donc compris, si vous voulez un film d'horreur plutôt honnête, sans trop de prétention, mais qui, comme j'aime le dire, fait le café en cette fin de période estivale, eh bien vous savez que vous pouvez aller voir Scary Stories, qui est donc en salle depuis quelques jours en Suisse et en France. C'est donc l'occasion d'aller vous faire votre propre idée, pourquoi pas, sur ce film donc d'André Œvredal, qu'on aura l'occasion de suivre d'un œil, en tout cas pour la suite de sa carrière. Merci Thibaut. Merci à toi. Merci Florian. Merci. Et on se réjouit de vous retrouver très prochainement dans le salon. D'ici là, si vous voulez retrouver tous nos autres épisodes, eh bien vous pouvez le faire sur les différentes plateformes de streaming. Et puis n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode ou même du film si vous l'avez vu. D'ici là, on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao.